J'ai le plaisir de laisser la parole à Laure Benmoussi, qui est notre DTH La Réunion Mayotte. Merci Sandrine. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Donc, je suis en effet Laure Benmoussi. Je suis la directrice territoriale au handicap pour le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP, pour le territoire de La Réunion et de Mayotte. Mais aujourd'hui, nous sommes à La Réunion et je trouve que déjà le voyage est pas mal. Donc, avant d'avoir un petit mot introductif, ce que je vous propose aussi, c'est de commencer à jouer. À votre avis, quel est le taux d'emploi direct à La Réunion? Vous savez que l'obligation d'emploi nous fixe un taux à 6%. À votre avis, quel est notre taux d'emploi direct à La Réunion? Alors, je vais changer la page et vous allez pouvoir jouer. Allez-y. Et donc, vous pouvez voter entre 1 et 9%. À votre avis, où sommes-nous situés? Je peux voir bien. Il y en a une qui est prête. Je pense qu'il y a des Réunionnais Oui, bien forcément au courant. dans le. Ah oui, c'est ça l'intelligence collective. Ça resserre, ça resserre, ça resserre. C'est bien. 100. Super. Alors, Laure, la bonne réponse était donc… Et donc, nous sommes à 55%, comme vous pouvez le voir sur la diaporama, sur la diapo, pardon, et qui s'affiche. Donc, et puis, je trouve que, en tout cas, les employeurs publics de La Réunion peuvent être plutôt fiers de ce résultat-là. C'est vrai que depuis 2012, on va dire qu'il y a vraiment une dynamique handicap qui s'est mise en place sur notre territoire. Et depuis, le taux d'emploi ne fait qu'augmenter. Donc, cette année, enfin pour 2021, on a eu un taux d'emploi qui était direct, puisque vous savez que maintenant, nous considérons le taux d'emploi direct qui est supérieur au national, qui est à 5,44. Voilà, donc j'encourage bien évidemment les employeurs réunionnais qui sont ici représentés à continuer cet effort. C'est un effort collectif et c'est vrai que la politique handicap a cet avantage-là de pouvoir faire des petits. Donc, elle a vraiment valeur d'exemple. Voilà pour la Réunion. Et de débuter ainsi pour le taux d'emploi, c'est vrai que j'aime bien noter, vous savez que le FIPHFP a deux modes d'intervention, par la plateforme des aides, notre catalogue des aides classiquement, et aussi par les conventions que nous pouvons signer avec les employeurs. On a un taux de conventionnement à La Réunion qui est excellent, on est à près de 25%. Et alors qu'on a beaucoup de petits employeurs au regard de la taille même du territoire. Et j'espère bien que l'année prochaine, on arrivera même à plus de 30%. Voilà, donc quand je parle de dynamique, elle est vraiment enclenchée et on en voit ici même le résultat. Donc, juste un tout petit mot pour vous dire que voilà, je suis vraiment très contente que ce webinaire, en fait, qu'on ouvre la saison des webinaires nationaux par La Réunion, par les DOM. Forcément, il y a beaucoup de fierté à mener cette expérience-là et à vous l'offrir aussi et à vous faire découvrir nos territoires qui ont parfois une image un peu erronée, dans la mesure où on a de très belles compétences dans nos territoires, on a de très belles synergies et du coup, parfois en étant très très loin, puisqu'on est à plus de 10 000 km de la métropole, on arrive à faire de très, très belles choses. Le Handipact à La Réunion, c'est une équipe, c'est aussi une belle compétence. Donc, qui est portée par Sophie Palmadamor et qui a su s'entourer en fait d'une équipe pluridisciplinaire à compétences multiples. C'est toute sa force. Petite structure et c'est pas la quantité qui fait la qualité, mais en tout cas le choix des collaborateurs a été primordial et on en voit aujourd'hui ici tous les faits et notamment avec la présence de Sandrine Molina qui anime ce webinaire et qui est une pro, je le dis PRO en majuscule, de la pédagogie active. Donc merci
Merci à elle. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le dire, mais sincèrement, c'est vrai que je suis bien entourée et surtout les employeurs réunionnais ont la chance d'avoir cette force-là auprès d'eux quoi, pour assurer l'animation territoriale. Ce webinaire, je vais faire très vite parce que j'aurai plein de choses à vous dire, mais ce webinaire, pourquoi ce thème-là? C'est vrai que la question de la sensibilisation, c'est une question récurrente. On sait que de toute façon, on doit, par rapport au handicap, affronter les préjugés, les stéréotypes. Donc, il faut continuer à se battre. Et pour se battre, là, un des moyens, des outils que nous avons, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser, il faut continuer de sensibiliser. Et que ce soit ici ou ailleurs, on le voit bien aussi par cette thématique-là, on a déjà mis en place beaucoup d'actions de sensibilisation. Et nous, on a la chance à La Réunion, grâce à la compétence de Sandrine qu'elle a déployée sur le territoire, d'avoir débuté en fait, et vous allez pouvoir vous en rendre compte par vous-même, d'avoir débuté cette sensibilisation par la pédagogie active et donc de sensibiliser par le ludique. Mais il n'y a rien de plus sérieux que de sensibiliser par le ludique. En fait, on se rend compte que les objectifs qui sont visés sont extrêmement exigeants et même si après, comment dire, cette pédagogie-là dite active, elle est vraiment active parce qu'elle place en fait le stagiaire ou la personne qui suit cette formation-là en tant qu'acteur, participant. Et à partir de là, même si on est 50, 100 dans la salle, à partir de là, on s'identifie toujours à un personnage, à quelque chose, à une scène qui se passe, à un moment donné. Et du coup, ça nous renvoie, ça nous projette sur nos propres limites, sur nos propres préjugés, stéréotypes ou représentations du handicap. Et ça nous permet bien évidemment d'avancer. Et là, on va vous en faire aujourd'hui la preuve. Donc, bienvenue dans ce webinaire, bienvenue à La Réunion. Et je laisse la parole à Sophie pour qu'elle présente le Handipact. Merci à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bonjour à tous. Après cette introduction haute en couleurs et déjà très reconnaissante de la part de Laure, moi je suis ravie de démarrer ce webinaire national avec vous. Très intimidée parce que pour une première, plus de 150 personnes, voilà, c'est tout à fait honorable. Merci en tout cas à vous d'être parmi nous. Alors, je suis le nouveau prestataire en fait moi et mon équipe, pardon, nous sommes nouveaux prestataires du Handipact La Réunion depuis le mois de mai 2021. Qui va bien dérouler, Sandrine? Donc, je ne reviendrai pas sur l'équipe avec Sandrine et Lydia et Valérie aussi, qui fait partie aussi de notre équipe sur celle qui présente les Flash Actu, qui est là en formation avec les référents handicap. Si elle peut nous faire un coucou peut-être, Valérie. Voilà, Valérie avec l'équipe des référents handicap de La Réunion qui sont en formation, qui sont sur leur DU de professionnalisation. Merci à vous d'être là. Alors, le Handipact La Réunion, c'est vraiment une affaire de réseau. Alors, j'arrive avec des choses qui sont déjà construites. On est sur un Handipact de 3e génération. Donc, l'idée, c'est bien de poursuivre cette dynamique de réseau en forçant l'échange, en permettant le partage d'expériences. L'idée, c'est aussi de pouvoir produire des livrables, de construire des outils qui peuvent aller appuyer ou enrichir en tout cas l'expérience des référents handicap qui sont en activité et qui on essaye de les fédérer donc de ces 3 fonctions publiques de La Réunion. Ça représente les référents handicap, enfin les correspondants handicap, puisqu'ils n'ont pas tous le même nom dans les différentes fonctions publiques. Ça représente plus de 70 à 80 personnes. Et puis, on a aussi, si tu veux bien passer la suivante, Sandrine. On a aussi donc le réseau qui est un autre type de réunion. Donc, alors, le Handipact La Réunion, ce sont dans l'année au moins 8 événements. Pour ceux qui sont en métropole, on a ce cahier des charges qui est similaire.
et puis qu'on adresse au travers d'ateliers. Hein, donc, le réseau qui est, lui, le réseau des correspondants, enfin, des handicaps et des décideurs dans le club Handipact pour permettre effectivement de travailler sur nos thématiques, d'avancer sur les sujets et effectivement de partager des expériences. La suivante, si tu veux bien. Voilà, alors, ce qu'on a pu faire, hein, donc mai de l'année dernière, ça fait pas beaucoup d'antériorité, hein, mais en tout cas, on a pu déjà animer un certain nombre de réunions de réseau du club. Hein, donc, le club, c'est essentiellement avec les référents handicap et les DRH et les décideurs, et le réseau, c'est qu'avec les référents handicap. Donc, sur des thématiques qui sont sur la détection précoce et le maintien dans l'emploi, une réunion qu'on a pu animer aussi en partenariat avec la GFIP. Et puis, la mobilisation des aides et des interventions du catalogue FIPHFP, hein, qui fait partie de l'actualité et sur lesquelles nous essayons de travailler sur un mode d'emploi avec nos référents. On a pu, à la dernière réunion, travailler sur la question du handicap, donc tout ce qui relève de la communication, hein, au cours de laquelle on a pu faire intervenir une linguiste et des personnes qui sont dans la formation sur les référents handicap. Et enfin, on a eu aussi un sujet là, à venir sur le recrutement des personnes en situation de handicap. Voilà, donc une petite photo de notre équipe pour vous dire qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec nos référents et qu'on peut le faire dans de bonnes conditions. Là, notamment, c'était la fin d'année qu'on a pu célébrer un petit peu dignement. Alors, deux petits événements sur lesquels je voudrais bien faire un petit retour. Donc là, l'atelier réseau sur lequel on avait travaillé avec la GFIP, hein, qui était sur le parcours de maintien, la reconnaissance du parcours. Et puis, un très bel événement où on a eu la chance d'avoir Hélène Béranguier, qui est la directrice adjointe du FIPHFP, parmi nous. Donc ça, c'était en novembre de l'année dernière, où on a pu rassembler plus d'une centaine de personnes avec cette thématique qui était posée pour l'ensemble des handipacts de métropole, donc le Tour de France de l'apprentissage. À travers des témoignages, à travers des interventions, on a montré effectivement que l'apprentissage pouvait être le levier d'action, un véritable tremplin, en tout cas pour l'emploi des personnes en situation de handicap dans les fonctions publiques. Donc voilà, un événement aussi sur lequel un des temps forts, je dirais, de cet événement, c'était d'avoir un spectacle de danse intégrée, hein, d'une compagnie locale qui a qui a un label en fait pour la danse intégrée. Donc un danseur valide et un danseur non valide ont pu nous présenter un show et amener énormément d'émotions dans l'Assemblée. Et ça a été vraiment un des grands temps forts de cet événement qu'on a mis sur une après-midi. Voilà un petit peu. Alors, c'est difficile de résumer ce que le handicap fait à La Réunion, en tout cas sous ces deux photos, mais c'était pour vous montrer qu'il y a vraiment une dynamique, et Laure en a parlé, qu'il y a vraiment c'est une terre d'innovation, une terre de collaboration, cette réunion, et on arrive à faire des choses quand même assez sympathiques. Je vais passer la parole à Sandrine. Voilà, et je vais couper mon micro du coup. Bon, merci à Sandrine en tout cas de nous faire vivre ce webinaire avec toute sa gouaille et toute sa dynamique et toute son énergie. Merci Sophie. Voilà. Alors, je rappelle pour les personnes qui viennent d'arriver, nous sommes 161. Vous avez un lien WooClap pour vous connecter. Nous vous recommandons de vous connecter depuis une tablette, un téléphone en plus de votre ordinateur. Alors, personnellement, je tenais à remercier Laure et Sophie de m'avoir permis et d'avoir choisi ce sujet. Il aura fallu quelques secondes pour le valider, donc c'est dire combien elles sont convaincues. Et je me permets, Laure, de te dire qu'on a l'équipe qu'on mérite. Donc, si tu es contente de ton équipe, c'est peut-être que tu es pour quelque chose. Voilà, un vieil adage de manager.
Personnellement, je suis très, très, très attachée à la mission Handipact pour plein de raisons. Et je fais partie de cette mission depuis 2015. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres handicaps de France qui nous font l'honneur et le plaisir de se connecter. J'ai participé donc ce qu'on appelle le HP1, donc la première mission Handipact. Et c'est vrai que c'est des missions qui m'ont vraiment apporté beaucoup. Donc, je vais vous en parler un peu. Je voudrais aussi remercier Lilia, qui est sur ma droite et qui est en charge de beaucoup, enfin, tous les éléments de logistique. Valérie, qui est là avec ses stagiaires, qui est une comparse de la première heure, Caroline. Je voudrais aussi remercier les 4 témoins qui vont présenter leur projet. J'ai la chance d'avoir contribué à ces projets ou de les avoir inventés sur un coin de table. Et c'est toujours assez émouvant quand vous êtes un créateur de voir vos projets se réaliser. Donc, il y a Pascal, il y a Françoise, Vanessa et évidemment Laure qui viendra nous parler aussi d'un projet. C'est beaucoup de travail, tous ces projets que nous avons montés ici à La Réunion. Et franchement, notre récompense, elle est claire, c'est permettre le maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap ou la déclaration de personnes qui assument enfin leur handicap. Je reviendrai là-dessus. Merci à toutes aussi, toutes ces rencontres. Alors, je ne peux pas citer de nom, mais bon, il y en a plusieurs qui se reconnaissent, que j'ai d'ailleurs mis en photo en petit clin d'œil. Depuis 2015, vraiment, j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires qui m'ont fait changer mon point de vue sur beaucoup de choses et même sur ma propre vie. Donc, c'est des choses qui sont très, très fortes. Je me souviens quand je suis rentrée dans la mission, j'ai dit, écoutez, je vous aide pendant 3 mois et ensuite je m'en vais parce que je ne suis pas sûre d'être la bonne personne. Et au bout de 3 mois, je suis revenue voir en disant, est-ce que je peux rester parce que c'est vraiment génial et ça a donné du sens à tout ce que je faisais. Alors, merci aussi à vous de vous être connectés. On est très, très surpris du nombre, hein, on ne vous le cache pas, hein. Nous, on pensait être 30, 40, voilà. C'était dit un petit truc entre amis, comme on se fait d'habitude ici à La Réunion. Bah, là, on espère que vous êtes tous des amis quand même, à 166. Donc, alors, le cahier des charges, comme je suis indépendant, m'interdit de me présenter et c'est super parce que j'ai 45 ans d'expérience, ça vous aurait vraiment ennuyé ma vie et mon œuvre. Donc, c'est vraiment super. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai pu mettre en œuvre pour le handicap, c'est tous les éléments de sensibilisation. Et là, on rentre déjà dans le vif du sujet. En fait, moi, ce que j'ai compris grâce à vous, grâce à tous les gens que j'ai pu fréquenter et les gens qui m'ont vraiment appris ce que c'était le handicap, autre chose que ce que je pouvais en connaître à titre personnel ou privé, finalement, dans la sensibilisation, vous avez en gros 3 besoins. Vous avez besoin de faire passer de l'information. Et hélas, dans notre domaine du handicap, c'est souvent des chiffres. Donc, le truc pas forcément hyper sexy. Vous avez besoin de faire adhérer les autres, faire adhérer à un projet, faire adhérer à une action, faire adhérer à une ambition. Et ensuite, vous avez besoin de faire changer des comportements. Et là-dessus, je voudrais vous dire que les comportements, on a besoin de les faire changer dans plusieurs strates. Auprès de la hiérarchie, auprès de tous les recruteurs et ceux qui gèrent le maintien, auprès des collègues, mais surtout auprès de la personne handicapée elle-même. J'ai pour vécu d'avoir fait un diagnostic avant d'avoir écrit du théâtre dans une situation d'une femme qui avait une maladie lourde, alors je ne vais pas rentrer dans les détails là, et qui se cachait pour prendre son traitement. Elle devait prendre son traitement à 8 heures, elle prenait son poste à 7h30 et elle se cachait pour prendre son traitement. Et puis elle était en compensation en étant très jolie, très bien maquillée, très bien habillée. Elle était dans l'excès de paraître la meilleure personne possible. Et lorsqu'elle a demandé un aménagement, parce que sa situation médicale s'aggravait, on lui a refusé parce qu'on lui a dit vous ne semblez pas handicapé, vous êtes trop bien habillé et trop en joie. Et ça, je ne vous cache pas que ça a été des déclencheurs comme ça dans ma vie d'avoir eu ces témoignages-là qui m'ont dit, mais bon sang, on a encore beaucoup de choses à faire en information, en adhésion et en changement de comportement. Et l'idée est venue, et si on le faisait avec du ludique? Voilà. Donc, dans le ludique, vous voyez, mon boulot en 2005, sur la gauche, ça a été de travailler sur des concepts graphiques. Arrêtons de mettre des personnes en situation de handicap en fauteuil. Je vous rappelle, pour ceux qui, enfin, à mon avis, vous êtes tous des experts du handicap, mais 85% des personnes handicapées sont dans une situation de handicap invisible. Les fauteuils, selon les statistiques, représentent 4 à 6%.
Donc, il y a une autre façon certainement de présenter le handicap. Et vous voyez ici le guide de maintien dans l'emploi. C'est un guide qui fait 100-150 pages. Le truc où vous êtes sûr que quand vous le produisez, personne ne va l'ouvrir, personne ne va le lire. Et donc, tout mon travail a été de mettre des acrostiches, de mettre des témoignages, de mettre de la voix, et puis de mettre de la BD. Alors ici, on a une BD, une BDaste qui s'appelle Flo, qui est très connue à La Réunion, mais aussi en France. Et ces dessins valent très cher. Et ben, on n'avait pas de sous. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Juste pour vous donner déjà des petites pistes de travail avec peu de moyens, c'est qu'on a pris des dessins qui existaient d'elle, avec évidemment son accord, on a vidé les bulles et elle a réécrit les bulles, ce qui fait que, quoi, tu as des questions sur le maintien dans l'emploi, tu n'as pas ton guide Handipact, et vous voyez à sa droite, elle a un guide Handipact. Du coup, ça nous permet d'avoir des dessins de gens très connus, mais pour un coût qui correspondait à notre budget. La danse intégrante, alors il faut savoir que normalement, ça s'appelle la danse intégrée, mais ici, la compagnie Danse en l'air a créé un nouveau concept qui s'appelle la danse intégrante, des parcours multimédia, de la vidéo, du théâtre et des animations avec, ici, Valérie à droite, dans nos jeunes années Handipact. Alors, je voudrais faire un petit diagnostic de qui ai-je en face de moi. Vous êtes 166, qui est formidable, mais avez-vous déjà essayé du ludique? Alors, vous allez pouvoir voter, mais avant de voter, je vous donne les propositions. Oui, je fais uniquement du ludique. Et attention, ne mentez pas, j'irai vérifier. Oui, je fais souvent du ludique. Voilà. Oui, je fais un peu de ludique et j'aimerais en faire plus. Non, pourtant j'aimerais faire plus de ludique, mais je n'ai pas le temps. Non, pourtant j'aimerais faire plus de ludique, mais je ne sais pas faire ou je ne sais pas quoi faire. Non, et j'ai un doute sur le ludique. On y va pour les votes? Voici, les votes sont ouverts. Donc sur WooClap, bien sûr. Hein. Si vous perdez WooClap, il suffit de rafraîchir votre écran. Alors, dire que face à moi, j'ai des gens qui ont envie de savoir des choses sur le ludique. Donc, 34% nous disent oui, je fais un peu de ludique et j'aimerais en faire plus. Et 50%, très, très intéressant, nous disent non, pourtant j'aimerais faire plus de ludique, mais je ne sais pas quoi faire. Alors, justement, ça tombe bien, puisque mon idée, c'est de vous donner un maximum de pistes. Et vous savez que j'ai le plaisir de vous offrir, pour ceux qui le demanderont, un annuaire des techniques pédagogiques dans lequel il y aura à peu près 200-250 techniques différentes qui pourront vous donner des idées. Pour obtenir cet annuaire, c'est très facile. Vous répondrez au questionnaire de satisfaction et vous aurez une case à cocher pour demander le guide ou pas. Si le webinaire ne vous a pas plu, on vous envoie le guide quand même, hein, vous inquiétez. Donc, la question que je vous pose, qu'avez-vous déjà fait ou essayé en matière de ludique? Est-ce que vous avez fait de la com visuelle, c'est-à-dire des affiches, des flyers, des kakémonos, de la publicité, des réseaux sociaux, des jeux, des activités participatives et ludiques, un vie ma vie, on voit souvent ça dans la veille, changer de poste par exemple, du théâtre forum et du théâtre pédagogique, on expliquera la différence tout à l'heure avec un témoignage, des débats, des conférences, des témoignages, des concours internes ou des jeux concours. J'ai vu un très beau concours interne qui consistait à trouver la meilleure solution pour une personne en situation de handicap et d'élire la meilleure solution, donc très bonne idée. Des parcours apprenants, des expositions photos, textes, etc. Des activités handisport, des team building, donc de la cohésion d'équipe, du serious game, des jeux sérieux ou des jeux de simulation. Top départ pour les votes. Nous sommes 175. Lilia vient de gagner son pari. Allez-y, votez. On va voir ce que vous faites le plus dans tous ceux qui ont déjà fait des activités ludiques. OK, 92. Donc, en résumé, vous avez fait beaucoup de communication visuelle, 59% d'entre vous. Des jeux, des activités participatives et ludiques, c'est super. Je fais juste un imprimé écran. Du théâtre pédagogique et du théâtre forum, super, 23%. Et vous allez voir, on a un témoignage aujourd'hui qui va vous dire combien c'est efficace. Des débats, des conférences, des témoignages, 33%.
Et puis des expos, 18%, des serious games, 19%, super. N'hésitez pas dans le chat collaboratif à partager des liens, des idées, puisqu'apparemment, vous êtes plus de 50% à chercher de nouvelles idées. Voilà, il y a Régine qui n'arrive pas à voter, si tu peux l'accompagner. Voilà. Alors, petite question. Avant de travailler sur des idées du ludique, on pourrait peut-être réfléchir à comment définir la pédagogie active et ludique. Alors, Laure a un petit peu triché, elle a déjà donné des éléments clés. Donc, si vous avez bien écouté Laure, vous allez avoir des réponses. Je vais ouvrir les votes. C'est très simple, vous mettez des mots-clés, des éléments que vous pensez contributeurs de la définition. Par quoi nous pourrions définir la pédagogie active et ludique? Vous pouvez mettre des locutions, des mots-clés, des verbes. On arrête les votes. Et je vous propose non pas ma définition, mais une piste constitutive de la définition. Alors, pour moi, la pédagogie active et ludique, bien sûr, peut se résumer en 4 points clés. Le premier point clé que Laure vous a donné tout à l'heure, c'est vraiment rendre acteur le participant. Vous allez vite voir qu'en fait, plus on fait quelque chose, plus on s'en souvient. Donc, il y a des adages très connus là-dessus qui datent déjà de Socrate. Hein, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment, quand vous concevez une activité pédagogique, de mettre l'autre en situation d'acteur, c'est-à-dire l'autre doit être plus important que vous, que votre message et que l'objet même de l'activité pédagogique que vous faites. Donc, première étape, rendre acteur le participant, lui faire quelque chose. Voilà. Deuxième étape, qui là est souvent un point d'achoppement dans les accompagnements que je fais, c'est modifier la posture de l'intervenant. La difficulté quand on intervient spontanément, c'est que souvent on prend une posture de sachant. La posture de sachant, c'est celui qui dit ce qu'il sait et qui donc provoque un écrasement de l'autre. Parce que l'autre, voulant apprendre, se met en situation, peut-être en situation basse, en disant « Ah oui, mais vous savez plein de choses, etc. » Alors que finalement, si on fait participer les gens, et nous, en tant qu'intervenants, on se met en posture d'expert, c'est-à-dire qu'on vient amener des témoignages, des compléments, etc., on est beaucoup plus participatif. Donc, je suis désolée de vous dire que la première étape du ludique, c'est déjà changer sa propre posture en tant qu'intervenant. Le troisième élément, c'est travailler sa scénographie. Oui, dans une très belle salle de conseil d'administration avec une grande table en chêne et des fauteuils très confortables, j'avoue que j'ai du mal à faire du ludique. Parce que cette scénographie-là, hélas, ne me permet pas une créativité, une originalité. Donc, parfois, il faut trouver le bon lieu pour faire cet événement. Et puis, un deuxième élément que je voudrais ramener à votre réflexion, c'est passer de la verticalité à l'horizontalité. Je m'explique. La verticalité, c'est un PowerPoint, c'est un paperboard, c'est un tableau où l'intervenant est debout et debout en tant que sachant, tel un diktat, je te dis ce que tu dois savoir. Alors que l'horizontalité vous amène à une posture beaucoup plus collaborative. Alors vous allez me dire, oui, c'est facile, tu parles comme un livre, c'est facile à faire. Oui, et en plus, je vais vous le prouver tout à l'heure. Restez avec nous, suspense, vous verrez. Quatrième point, développer des outils et chercher une efficacité. Hélas, sous prétexte qu'on travaille dans le handicap, bien souvent, on n'a pas ce réflexe d'avoir des indicateurs de réussite ou des indicateurs. C'est-à-dire que lorsqu'on se met en situation d'événementiel, de ludique, d'activité, il faut absolument que dès la conception de votre activité ludique, vous ayez des indicateurs. À quel moment vous êtes satisfait? Et ces indicateurs, ils sont multiples. On pourra en discuter tout à l'heure.
J'en ai des pages pleines d'indicateurs. L'indicateur, c'est celui que vous voulez, c'est celui qui est bon pour vous, c'est celui qui correspond à votre stratégie et à votre plan de communication handicap. Mais il vous faut travailler l'efficacité. On ne fait pas des choses pour faire, parce que ça coûte de l'argent et ce n'est pas efficace. Voilà. Je m'excuse, parfois je suis un petit peu cash et sévère, n'hésitez pas, vous pouvez mettre des petits mots d'insulte dans le chat, etc. Je les assume, mais je crois vraiment ce que je fais est peut-être même un peu trop fort. D'ailleurs, le ludique demande sérieux, c'est une publication que j'ai écrite en 2010 et je vous assure qu'elle est encore d'actualité. J'ai une autre question à vous poser. Alors, vous allez pouvoir intervenir, ne vous inquiétez pas, hein, vous avez 14 possibilités d'intervenir, donc vous allez pouvoir me donner des éléments. J'ai une question à vous poser maintenant. D'après vous, quelle est la limite du ludique? Est-ce que le ludique a une limite? Donc, une limite, c'est-à-dire un élément qui rendrait l'usage du ludique impossible. Voilà. Est-ce que d'après vous, il y a une limite? Vous êtes prêts? Top départ. Dites-moi, d'après vous, alors il y a une question piège, bien évidemment, hein, on va voir s'il y a des petits malins parmi vous qui repèrent ce piège. D'après vous, quelle serait la limite du ludique, c'est-à-dire l'élément qui ferait que nous ne pourrions plus utiliser le ludique en parlant du handicap? On peut faire un petit nuage de mots. Magnifique, regardez ça. Magnifique nuage de mots qu'on va garder en souvenir. Donc, en termes d'occurrence, discrimination arrive. Alors oui, effectivement, tous les éléments liés au respect me semblent tellement naturels que j'avoue que je n'ai même pas pensé à vous en parler. Et alors, pour tout vous dire, je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. Je vais laisser Pascal Allard témoigner. Alors, Pascal Allard est parmi nous. Est-ce qu'il peut faire un signe de la main? Oui, je le vois, voilà. Il est là. Donc, je vous propose d'écouter son témoignage. Bonjour, je m'appelle Pascal Allard, je suis salarié de l'association Allons dehors, qui est une association qui œuvre à La Réunion pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique. Alors, quel type d'animation je faisais? En tout cas, j'intervenais dans le cadre de sensibilisation autour du handicap psychique et du dispositif sur lequel je travaille. Et j'utilisais jusqu'à l'année dernière, en tout cas, un PowerPoint qui permettait de me rassurer, de faire en sorte de diriger l'attention sur un autre support que sur moi. Et du coup, ça me déstressait un petit peu. Et puis, c'est vrai que depuis l'année dernière, ponctuellement, maintenant, je suis amené à utiliser des jeux, en fait, hein, des jeux sur lesquels que j'ai construit, en tout cas que j'ai créé plutôt, qui me permet d'apporter beaucoup plus de participation au niveau du public, ainsi qu'un aspect beaucoup plus ludique qui permet d'apporter une ambiance un peu plus détendue et conviviale. La participation, en tout cas, des personnes qui ont été présentes lors de ces interventions-là était beaucoup plus vivante, beaucoup plus dynamique. On sent vraiment que les personnes, plus volontairement en tout cas, s'engagent, prennent la parole. Et du coup, ça crée vraiment une ambiance beaucoup plus détendue. Alors le passage au ludique, eh ben, je l'ai fait de façon transitoire en passant par un essai au départ. J'avais réfléchi à diversifier un petit peu les méthodes d'intervention et donc j'avais créé un quiz qui permettait donc à un groupe de conseillers d'insertion professionnelle d'une agence de Pôle emploi de pouvoir participer. Et j'ai vu qu'il y avait une belle dynamique, de bons retours de la part des participants. Et du coup, j'ai eu l'idée de me former un petit peu à cette approche de la pédagogie active, en tout cas une formation sur la pédagogie active, basée sur le ludique, et qui m'a permis de voir tous les intérêts et l'avantage qu'il pouvait y avoir à développer davantage ce type d'intervention, ce type d'approche en tout cas. J'ai eu des résistances et pendant pas mal de temps, voire j'en ai encore un petit peu. J'avoue que j'ai encore un petit peu de mal, ne serait-ce que pour faire passer des chiffres, à essayer de les modéliser sous forme de jeu. J'ai encore quelques résistances à lâcher le PowerPoint, par exemple, mais en grande partie, en tout cas, j'ai développé un certain nombre de jeux, de matching, de puzzles, de parcours, de jeux de parcours, etc., qui me permettent maintenant d'être beaucoup plus à l'aise, en tout cas. Le cerveau, en fait, produit de la dopamine qui permet de faciliter, enfin, de créer cet esprit de détente. Et il se retrouve que j'ai appris récemment que
lorsqu'on était dans cet état de détente-là, ça favorisait les possibilités de retenir plus facilement les informations nouvellement enregistrées. Sachant que tous ces jeux, en fait, l'intérêt aussi que j'ai trouvé, c'est qu'au regard de la crise sanitaire par laquelle on est tous passés, qu'on pouvait aussi les modéliser sur des plateformes de jeux interactives. Je ne vais pas citer de nom, mais en tout cas, tous les jeux qui ont été réalisés avec des cartes, par exemple, dans le cadre de matching, on peut les modéliser et les faire passer également sur des plateformes de jeux interactifs sur Internet. Alors, le handicap psychique n'est pas forcément un sujet facile à aborder. On sait que c'est un sujet qui est plutôt considéré comme tabou, qui fait un peu peur par sa complexité peut-être, le fait que ce soit encore un handicap qui soit reconnu que récemment, en 2005, le fait qu'effectivement il peut y avoir des manifestations un peu étranges, un peu qui peuvent faire peur. Donc c'est pas un sujet qui est très facile à aborder, mais dans le cadre du jeu justement on peut trouver des astuces et j'ai même créé des jeux qui vont dans ce sens-là. Faites l'expérience, essayez, expérimentez. En tout cas, moi, je sais que je trouve également un très grand plaisir à créer des jeux. C'est vraiment un intérêt certain que j'ai trouvé dans l'idée de pouvoir créer des jeux, de faire passer des informations qui sont en lien avec des connaissances que j'ai, et que je peux transmettre effectivement sous forme ludique. Et cet aspect de créativité, c'est quelque chose aussi qui est pour des personnes qui ont cet aspect créatif, en tout cas qui veulent essayer de chercher à mettre en place des choses. Il y a l'imagination, tout est possible. J'ai l'impression que tout est possible. Je vous propose de répondre maintenant. D'après vous, quelle est la limite du ludique? Est-ce que Pascal vous a aidé? Eh bien, la bonne réponse, c'est que la limite du ludique, il n'y en a pas. La seule limite, c'est vous. C'est vous avec vos croyances, vos peurs, votre déontologie. J'ai construit des outils pédagogiques pour des services de soins palliatifs, par exemple. Donc, on peut faire du ludique en soins palliatifs. J'ai également travaillé pour des gens qui font des produits, des médicaments qui soignent des cancers, par exemple. On peut faire du ludique. J'ai travaillé sur des sujets qui touchent à la mort et on peut faire du ludique aussi. Alors évidemment, on ne fait pas tout à fait le même ludique. Alors on me pose la question très intéressante, est-ce que la limite, ce n'est pas le participant? Non, c'est toujours l'intervenant. En fait, en pédagogie active, pour ceux qui sont formateurs, il y a un adage extrêmement cruel qui dit « il n'y a pas de mauvais stagiaires, il n'y a que des mauvais formateurs ». C'est-à-dire que la pédagogie active a l'ambition de permettre à chacun de réussir. C'est pour ça que l'apprenant, le participant est mis en situation d'acteur. Et donc, ça veut dire que la première situation en tant qu'intervenant, c'est une remise en question de nous-mêmes quand on crée et quand on anime. Voilà, donc là, j'ai bien cassé l'ambiance. Restez encore, il y a des bonnes choses qui arrivent. Alors, Pascal nous parlait très justement du PowerPoint. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est mon cheval de bataille depuis, je ne vais pas dire 45 ans, mais bien 20 ans. Voilà. Je vois Christelle qui acquiesce, qui reconnaît ces éléments. Je ne vais pas m'engager dans un très grand débat parce que là, il me faudrait 4 heures de discussion. Je peux juste, si vous avez une croyance que le PowerPoint est bien, vous engager à vous payer un petit ouvrage qui en France ne vaut que 20 €, mais ici, chez nous à La Réunion, ça vaut un peu plus. La pensée PowerPoint, enquête sur le logiciel qui rend stupide. La réponse est dans le titre. Voilà. Donc, je vous ai mis, donc c'est aux éditions La Découverte de Franck Fromer. Je vous invite à abandonner le PowerPoint le plus vite possible, le plus fort possible, et faites attention, ça peut changer votre vie. En tout cas, moi, ça a changé la mienne, et je crois que ça a changé la vie de mes clients. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est super ton idée de ne pas faire de PowerPoint, etc. Comment on peut faire autrement? Eh bien, écoutez, je vous donne déjà une astuce. Pour répondre à ce que Pascal disait dans sa présentation, il disait, ben oui, moi j'ai un petit peu de mal à faire passer des chiffres. Ben oui, on peut le comprendre. Alors là, je vous ai mis un PowerPoint à l'écran. Je l'ai dans la main, le PowerPoint, vous voyez, je l'ai imprimé. Voilà, c'est possible. Est-ce que vous avez des ciseaux chez vous? Est-ce que dans votre budget,
outils liés à la pédagogie ou au handicap, vous pouvez avoir des ciseaux. Voilà. Et ben, en prenant des ciseaux, vous découpez votre PowerPoint et regardez ce que ça va vous donner. Ça va vous donner des cartes à jouer et ça va vous permettre de créer un matching. C'est-à-dire que mon PowerPoint, une fois découpé, voilà, permet d'avoir d'un côté eh bien, la technique, la méthode, la définition, ses avantages et ses inconvénients, et puis la scénographie de la méthode. C'est-à-dire que si vous avez un PowerPoint, réjouissez-vous, c'est formidable, vous n'avez plus qu'à l'imprimer, à le découper sous forme de carte. Et vous allez pouvoir permettre aux gens d'être acteurs. Si vous avez des gens qui sont très nombreux, on peut faire la même chose avec WooClap, de faire des liens entre, de relier des colonnes les unes avec les autres. Ce que je vous disais tout à l'heure, la verticalité qui est le PowerPoint, on va pouvoir le passer en horizontalité. Et l'horizontalité a une vertu, c'est qu'elle est collaborative. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais jouer quelqu'un seul. Parce que lorsqu'on joue à deux, il y a une espèce de solidarité intrinsèque qui se crée, c'est-à-dire qu'on a l'impression que mon voisin, il va savoir faire, mais il se trouve que mon voisin, il se dit la même chose de moi-même que moi, je vais savoir faire. Alors, quelqu'un me parle de la méthode des post-it. Ben, vous voyez, moi, dans ma hiérarchie, il y a PowerPoint et post-it juste en dessous, c'est-à-dire c'est vu, trop vu. On est vraiment capable aujourd'hui de s'inventer ses propres outils. Donc, j'ai rien contre le fait de faire travailler des fabricants, hein, mais sachez que, par exemple, nous, à La Réunion, tout est cher pour nous. Donc, prendre du carton et le découper, franchement, vous avez les outils en main. Voilà. Donc, passer de la verticalité à l'horizontalité, vous ferez des heureux et vous allez pouvoir faire passer des informations les plus complexes, des chiffres, etc. Et l'intérêt, c'est que vous voyez, quand on pose les cartes sur la table, à partir du moment où vous allez avoir une progressivité, ce qui est la deuxième partie de notre webinaire, quand bien même vous ne savez rien, vous jouez tout de suite. C'est-à-dire que lorsqu'on joue à ce matching-là, qui est le matching pour déterminer les 5 méthodes de la pédagogie active, les gens qui commencent à jouer n'y connaissent rien. Et le jeu est fait justement en amenant des tickets, donc des cartes de jeu faciles, afin que les gens puissent avoir envie de s'engager. Et regardez la scénographie, les tables sont libres, il y a des bonbons sur les tables, bon, du gel, parce que voilà, nous aussi, nous sommes dans cette situation-là. Mais du coup, on a envie de jouer, on a envie de participer. Et on n'a plus cette problématique de, oui, il y en a toujours qui veulent rien faire. Là, il n'y a pas possibilité de rien faire. Alors, le ludique sur des sujets graves, oui, alors, ce que j'évite, par exemple, j'ai créé un jeu qui s'appelle Le Dernier Survivant. Vous voyez, dans les sujets graves, c'est le jeu que je n'utilise pas. Hein, parce que si déjà la thématique est grave, on va éviter de… Mais du coup, le jeu, on va le nommer autrement. Prenez l'annuaire, vous verrez que dans l'annuaire, il y a énormément d'idées sur les sujets graves. Donnez-moi au moins un sujet grave. Alors, comment faire avec les collègues non-voyants? Oui, nous avons, nous aussi, des collègues non-voyants. Il y a plusieurs possibilités. C'est une compensation humaine, c'est-à-dire une lecture des cartes. Et donc, à moins que 100% des participants soient en situation de handicap visuel, dans ce cas-là, bah, faites du braille. Et si tout le monde ne lit pas le braille, ce qui est évidemment le cas, dans ces cas-là, vous faites d'une compensation par rapport à la lecture du braille. Donc, il y a déjà cet élément-là. Et franchement, la compensation humaine est souvent la bonne solution en matière ludique. J'ai déjà fait des tests ici avec l'association Valentin à UI. Il n'y a jamais une technique qui n'a pas été rendue possible pour quelqu'un en situation de handicap visuel. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc là, c'est spécial dédicace pour Pascal. Voilà, donc tous ceux qui sont comme Pascal, et je le comprends, qui vous pensez avoir du mal à faire passer des données complexes et chiffrées, voilà un petit outil qui vous coûte du carton et des ciseaux, et ça va très bien se passer. Quels sont vos avis, vos commentaires, votre émotion sur cette première partie, et surtout si vous avez des questions à poser à Pascal. Donc les questions à poser à Pascal, est-ce que vous pouvez les mettre dans le chat de Zoom?
Et est-ce que votre avis sur cette première partie, un commentaire, une émotion, vous pouvez le mettre dans WooClap. Si vous avez envie d'essayer, qu'est-ce que ça va être à la fin? Waouh, waouh, waouh. Oui, il y a du boulot. Oui, bien sûr qu'il y a du boulot. Rien ne se fait sans travail en matière de ludique, hein. Je rappelle que le ludique demande beaucoup de sérieux, hein. Ça vous laisse interrogatif dans la phase de préparation. Et oui, c'est un métier, la pédagogie, hein. Il faut savoir que ce webinaire, j'en fais une formation qui dure 4 jours et un jour avec du numérique. Donc, ça fait 5 jours. Donc là, j'essaie de vous résumer 5 jours en 2 heures. L'idée d'horizontalité, elle est vraiment très, très importante dans la pédagogie active. Si vous avez capté cet élément d'horizontalité, vous allez voir que ça va changer complètement vos créations. La pédagogie active est complètement nécessaire et elle est même la base du ludique. On ne peut pas faire du ludique sans pédagogie active. Impossible. Pourrait-on avoir un atelier sur l'idée de l'horizontalité? Ben voilà, Laure, un bon sujet pour un webinaire pour 2023. Non, merci. L'émission Référent Handicap est très chronophage. Il n'y a pas forcément de compétents en pédagogie. Vous avez devant vous là plein de gens qui se sont formés à la pédagogie, puisque chez Handipack, depuis 2005, toutes nos animations se font en pédagogie active. Donc, on forme les référents handicap au fil de l'eau, si vous voulez. Donc ça, c'est déjà l'engagement que nous avons pris à La Réunion. Et il suffit de se former. Enfin, je vous assure que la pédagogie active, c'est vraiment pas compliqué. Et je pense qu'un référent handicap devrait se former à la pédagogie active parce qu'il a un rôle de sensibilisation en one-to-one, c'est-à-dire en face-à-face, et aussi en collectif. Ça me semble quand même quelque chose de très important. Qu'entendez-vous par expert? Expert, c'est celui qui ne m'écrase pas par son savoir, mais qui m'accompagne en m'éclairant par des exemples, par des actions, par une mise en perspective. Alors oui, c'est top à condition de pouvoir l'appliquer à plusieurs reprises. Je vous avoue que prendre un PowerPoint et le découper avec des ciseaux sur du papier 160 grammes pour que ce soit un petit peu épais, ça ne demande pas un temps de préparation plus important que ça. En revanche, il y a un travail de conceptualisation parce que c'est un métier, bien évidemment. Comme vous, référent handicap, c'est un métier, la pédagogie en est un autre. Alors, le plus compliqué, c'est de définir l'objectif, oui, et je rajouterais même de mettre des indicateurs. C'est vous allez être satisfait à partir de quel moment? Alors, la pédagogie active est évidemment valable dans tous les sujets, dans toutes les formations, bien sûr. Oui, faire évoluer la posture professionnelle. Oui, il faut lever vos propres limites. Cela demande beaucoup de réflexion? Non, parce qu'en fait, quand vous allez faire votre premier jeu, vous allez mettre beaucoup de temps, puis le deuxième, un peu moins de temps, et ensuite, il y a une utilité marginale, c'est-à-dire plus vous allez en faire, plus vous allez être efficace. Oh, très joli. Je ne pensais pas faire du ludique, mais finalement, je constate que j'en fais, et cela me fait plaisir et me conforte dans mes choix. Oui, des choses simples. Oui, il faut enlever ses propres barrières, bien sûr. La notion de progressivité en pédagogie active, elle est très importante. Bravo, Sarah, de sortir les ciseaux, je vous encourage. Oui, il y a du boulot, mais c'est extrêmement motivant, bien sûr. OK. J'ai même pas un petit mail d'insulte sur PowerPoint, quelque chose. Ah bah, je suis déçue, là, vraiment. Bon, bah, super, merci beaucoup. Je vous propose d'attaquer la deuxième partie. Vous êtes prêts pour la deuxième partie? Un petit café, vous avez quelque chose pour vous restaurer, ça va? Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le secret du ludique. C'est comment construire votre séquence d'animation ludique, puisque vous avez bien compris que c'était facile de faire du ludique, mais qu'en fait, il fallait beaucoup de sérieux. J'ai une question à vous poser. D'après vous, donc admettons, tiens, est-ce que quelqu'un dans le chat pourrait me donner un exemple de sensibilisation qu'il a besoin de préparer prochainement? On va aller essayer de travailler sur un point précis de quelqu'un. Qui parmi vous a besoin de créer une sensibilisation au handicap avec un objectif particulier? Est-ce que vous cherchez des gens, un peu plus de personnes en reconnaissance? Qu'est-ce que vous auriez comme besoin? Alors, sensibilisation des directeurs pour définir une politique handicap. Très bon sujet, puisque c'est le prochain témoignage.
Les stéréotypes sur le handicap, très bien. Déclarer son handicap, ça me va. Donc, on va prendre la chose la plus simple, déclarer son handicap. Donc, vous devez créer une activité de sensibilisation. Et votre objectif, parce que vous êtes un petit peu juste avec vos 6%, vous dites, voilà, il faudrait que je crée une activité pour débloquer des déclarations. Quelle action ou quel point à travailler avant de préparer votre action et avant de construire votre séquence? Donc, de quoi vous avez besoin avant, pendant et après? À quoi vous allez être vigilant? Alors, attention, là, nous sommes sur un autre type de questionnaire WooClap. Vous allez avoir à l'écran une petite combo box, c'est-à-dire une petite flèche en haut à droite, normalement, qui va vous permettre de choisir soit avant, soit pendant, soit après. Et vous pouvez évidemment répondre plusieurs sujets. Donc, ma question. Très bien, là, j'ai des gens avec qui je suis très, 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 très d'accord. Le diagnostic, oui, très bien. Daniel, tout à fait. Bien, super, bravo. Les indicateurs, ça, on en a largement parlé. Faire un diagnostic, ça me paraît très important. Je vais vous donner un exemple de ce que ça m'a coûté de faire de ce que ça m'a permis de faire un diagnostic et ce que ça aurait pu me coûter. J'ai travaillé sur un sujet sur le harcèlement moral, harcèlement sexuel pour une grande structure d'État, on va dire. Les cadres du comité de pilotage me disaient non, non, pas harcèlement sexuel, faites que harcèlement moral. Et lorsque j'ai fait mon diagnostic sur le terrain, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai équilibre dans le besoin entre harcèlement moral et harcèlement sexuel. C'est-à-dire qu'en vérité, je ne me fie jamais à ce que me dit le donneur d'ordre, quand bien même c'est un de vos collègues. Ce n'est pas un problème de confiance, c'est un problème qu'il faut aller vérifier sur le terrain ce qui se passe. Anticiper les problèmes, oui, pour moi, ça fait partie du diagnostic. Connaître les raisons, en tout cas, plus que les connaître, parce que connaître n'est pas un objectif pédagogique, mais les identifier. Et justement, ça passe par le diagnostic. Connaître, oui, alors identifier les connaissances préalables du public, oui, complètement. Définir sa cible, oui, on est proche d'une situation de marketing. Qu'avez-vous répondu pour la partie pendant? Être à l'écoute, oui, alors ça pour moi, j'en parle même pas parce que je considère que c'est dans notre nature même de notre métier, bienveillant, neutre, oui, tout à fait. Mobiliser le groupe, alors mobiliser le groupe, il faut le rendre acteur, du coup, il se mobilise par lui-même. Il faut croire au groupe aussi. Hein. Il y a un adage en pédagogie active qui dit que le groupe est toujours plus fort que ce que vous imaginez. Donc, faites-lui confiance au groupe aussi. Faire participer, bien sûr. Inclure les participants, ce n'est pas les inclure, c'est vraiment les faire participer. Hein. Les mettre en mouvement. Hein. Tout à l'heure, il y avait plusieurs personnes qui parlaient de mouvement. Alors, pour après, évidemment, évaluer. Évaluation à chaud, évaluation à froid, ça, je vous invite de creuser ces sujets-là. Le retour d'expérience, bien évidemment. J'ai vu aussi le débriefing. Et puis surtout, faire remonter à votre hiérarchie la production et aller analyser sur le terrain les changements de comportement. Et vous verrez que dans les 2 prochains témoignages, c'est ce qui va en ressortir. Alors, pour créer une séquence, il y a 18 variables. Je vous les ai résumées en 14 variables. On vient de le dire, il faut faire un diagnostic, donc trouver les contextes et les enjeux. Vous ne pouvez pas faire la même activité ludique dans 2 contextes différents, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans un contexte favorable, un contexte de crise. Beaucoup de gens parmi vous sont dans la fonction publique, donc il y a des contextes aussi, vous voyez là on va rentrer dans une période de réserve liée aux élections, etc. Donc on ne peut pas créer exactement les mêmes activités à tout moment. Donc c'est à vous d'aller vérifier dans votre diagnostic ces éléments-là. La scénographie, n'hésitez pas à aller sur un parking, dans un sous-sol, à aménager un auditorium, un gymnase. Enfin, n'hésitez pas à sortir du bureau et de la salle de réunion.
Les objectifs pédagogiques, oui, c'est-à-dire ne faites pas quelque chose qui ne sert pas à rien, qui sert à rien, et surtout, mettez-vous des indicateurs là derrière. Et puis, il y a quelque chose d'important sur lequel je ne peux pas pouvoir m'attarder, mais c'est la position de la séquence dans la journée. On appelle ça les cycles circadiens, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la même animation le matin que l'après-midi. Et on ne travaille pas les mêmes sujets le matin que l'après-midi. Sachez que pour qu'il y ait un transfert de savoir, il n'a pas besoin d'être chronologique. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de définir le handicap pour pouvoir déclarer le handicap. Vous voyez, il y a une espèce de progression logique qui se fait, qui peut s'écrire dans un programme, mais qui, dans la réalité des faits, on n'a pas besoin d'être chronologique. Je vous donne une analogie. Si vous voulez former quelqu'un à utiliser un tableur informatique, vous n'êtes pas obligé de lui apprendre pour commencer la somme est égale à sigma, ouvrez les parenthèses. Vous pouvez tout de suite commencer à le faire imprimer un tableau. Parce que quand il imprimera un tableau, il aura produit quelque chose, il sera dans le tangible, dans le factuel, dans le toucher, et ça va le motiver. Pendant l'activité elle-même, travailler l'enrôlement. Alors, je m'excuse, l'enrôlement, ce n'est pas un très joli mot, surtout dans cette période difficile. C'est simplement un mot de pédagogie. L'enrôlement, c'est créer les conditions qui vont être favorables au jeu. Le jeu n'a pas été choisi par les personnes qui vont venir à votre animation. Vous ne pouvez pas dire, s'il te plaît, est-ce que tu veux jouer? Parce que si la personne vous répond non, qu'est-ce que vous faites? Ça ne fonctionne plus. Donc, c'est à vous de créer les conditions favorables au jeu, de créer les conditions qui vont lui permettre d'adhérer. Et cette condition, ça va être le vertige. Alors, le vertige, c'est un élément du jeu qui consiste à faire croire à tout le monde qu'il va gagner. Mais en vérité, en pédagogie active, c'est l'école des fans, on est tous gagnants. J'en veux cette phrase de Mandela qui dit « soit je gagne, soit j'apprends ». Je répète, Mandela a dit « soit je gagne, soit j'apprends ». C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on est gagnant de quelque chose. Point un peu plus technique, pour créer votre activité, il va falloir que vous choisissiez deux paramètres qui s'appellent le taux de compétition, le niveau de compétition et le taux d'effervescence. Le taux de compétition, c'est facile. Est-ce que vous voulez une activité qui tourne autour de la coopération, la collaboration, ou au contraire, vous voulez être dans le combat, le fight, l'affrontement, l'élimination? Évidemment, il va sans dire qu'en pédagogie active, on va travailler sur la coopération, la collaboration ou éventuellement la fausse compétition. L'enrôlement, donc je reviens sur ce point-là suite à une question. L'enrôlement, c'est comment je vais démarrer ma séquence, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais raconter dans mes consignes, dans la façon dont je vais donner envie aux gens de jouer, qui va faire que je vais lâcher une résistance, si vous voulez, qui va permettre aux gens de jouer. Le taux d'effervescence. Le taux d'effervescence, je vous en ai pris un exemple là. Imaginez que vous vouliez animer un quiz. Vous voyez un quiz, voilà, je vous en ai fait un sur le papier. Un quiz, c'est une feuille A4 avec un feutre et puis un stylo, puis des questions à répondre. Là, je suis au niveau 0 de l'effervescence, c'est-à-dire que la personne est assise à sa table et elle ne fait aucune activité, c'est-à-dire elle n'est pas du tout acteur, elle est passive. En plus, si elle est seule. Regardez, la même question, je l'ai mise sur un dé personnalisable sur lequel j'ai mis la même question. Si je vous lance le dé, vous attrapez le dé et vous répondez, il y a déjà une notion ludique. Je vous rappelle que c'est les mêmes questions. Et puis, mieux encore, pour faire simple, je prends cette question, je l'accroche à un arbre sur le parking ou dans la cour, et je dis aux gens, voilà, il y a un parcours de 10 questions, allez faire ce parcours et revenez avec les réponses. Vous voyez que j'ai toujours mes 10 questions de quiz, mais je vais travailler le taux d'effervescence qui va faire que je vais passer d'un taux 0 assis à table avec un stylo, qui rappelle des éléments liés au scriptural. Il va falloir que vous travaillez également votre progression pédagogique. On ne passe pas d'un point A à un point B en un coup de baguette magique. Et c'est là la clé de votre conception, c'est que la progression pédagogique est un escalier où on accompagne le stagiaire ou le participant à passer d'un point A à un point B. Le matériel, je vous invite à être créatif dans votre matériel.
et puis d'avoir du matériel de qualité, c'est-à-dire voilà, d'essayer de travailler la mise en page, le dos des cartes, essayer de faire des choses jolies qui soient une source de motivation pour le participant. Après, oui, la reformulation, je l'ai vu un petit peu dans vos propositions, la reformulation, c'est mesurer ce que les autres ont appris pour pouvoir analyser les écarts entre ce que vous souhaitiez faire et ce que vous avez fait. C'est, on va dire, donc l'analyse des écarts et surtout créer un plan d'action. Le ressenti, c'est important parce que le jeu n'est pas toujours naturel. Et donc, les gens ont besoin de poser leurs émotions en disant « Oh là là, ça avait l'air difficile au début, mais finalement, je m'en suis sorti. » Ben oui, c'est normal qu'ils s'en soient sortis puisque vous avez créé les conditions d'une progression pédagogique qui va permettre à tout le monde d'accéder au point B. La satisfaction, bien évidemment, ça coule de source. Et tout ce que vous disiez tout à l'heure sur le plan d'action, c'est-à-dire traiter les informations obtenues, parce que une communication sur le handicap ne peut pas être un one-shot. Vous ne pouvez pas, dans votre structure, vous lever demain matin en disant « je vais faire du ludique une fois et une seule fois ». Ça ne fonctionnera pas, on ne va pas comprendre. Vos équipes ne vont pas comprendre. Il faut vraiment vous inscrire dans une progressivité. Alors, lorsqu'on est sur des sites distants, il y a plusieurs possibilités. Soit vous créez des kits pédagogiques que vous allez animer sur chaque site. Autre possibilité, vous créez des kits pédagogiques et vous formez des pilotes ou des référents sur chaque site qui, eux, vont déployer ces éléments-là. Et la troisième possibilité qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de faire du distanciel en pédagogie ludique. Voilà aussi une autre possibilité. Oui, j'ai animé pendant le confinement tous les 15 jours. En fait, ici à La Réunion, nous avons une communauté de formateurs en pédagogie active qui a plus de 200 membres. Et nous nous sommes réunis tous les 15 jours et on mettait en commun tout ce que nous avons trouvé. Et cette communauté existe toujours. Il y a une communauté ouverte sur Facebook, fermée sur Facebook et sur LinkedIn. Et nous accueillons des gens du monde entier puisque nous avons accueilli un Tunisien cette année dans notre communauté. Et nous sommes une communauté de partage. L'esprit créole. Alors, je suis désolée d'avoir été vite. Hein. Je vous résume 35 heures de formation en 2 heures. Hein. Alors, je vous propose le témoignage de Françoise Bellon et sur du théâtre pédagogique. Voilà encore une nouvelle idée pour une activité particulièrement efficace. Je m'appelle Françoise Bellon, je suis cadre supérieur de santé, je suis à la DRH, responsable de l'accompagnement des professionnels dont le handicap, mais également de tout ce qui est politique de santé au travail et qualité de vie au travail. Donc en fait, on a construit ce sujet théâtre pédagogique sur la base d'une mutualisation de nos moyens entre les différents établissements publics de santé, donc le centre hospitalier Ouest Réunion, le centre hospitalier Est Réunion et le CHU qui représente 2 sites, le site de Saint-Pierre et le site de Saint-Denis. On fait appel à un prestataire externe pour pouvoir nous aider dans cette construction du théâtre pédagogique. Et effectivement, ce prestataire est intervenu au sein de nos différents services en immersion pour être au plus près des soignants. Et une fois que le diagnostic a été fait, nous avons créé un COPIL, un comité de pilotage qui a duré quand même 6 mois, pour permettre en fait l'écriture, la création et la mise en place de ces scénettes. Et nous avons retenu 3 thématiques sur ces scénettes. Donc l'acceptation par l'encadrement d'une personne en situation de handicap, la rencontre avec des RH et une personne qui était en situation de handicap, donc effectivement pour évaluer la faisabilité de la reprise de l'agent, mais également le maintien dans l'emploi, ne pas créer un poste de convenance, mais vraiment rentrer dans une compétence liée à la personne en situation de handicap. Ce qui a été le plus gros atout, ça a été vraiment la véracité des dialogues.
Ça a été aussi la reprise des différents langages qui ont été utilisés, même les moins beaux à entendre, tels que bras cassés, tu ne sers à rien, etc. Et que sur lequel on veut effectivement changer le regard par rapport à tout ça. Ça a été aussi le côté de se dire que les scénettes sont au plus près et que certains cadres nous sont même posé la question de quel service venaient les personnes qui jouaient donc ces scénettes. Et quand on leur a dit que c'était des vrais acteurs, ils se sont dit mais c'est pas possible quoi. C'est quelque chose d'inimaginable et ça représente vraiment ce qu'on vit au quotidien et ce qui est au plus proche de ce que vivent les agents et l'encadrement. On s'est dit pourquoi ne pas utiliser ces scénettes comme un film de sensibilisation lors de nos formations au niveau du CHU, au niveau du handicap. Donc, dans un premier temps, en fait, nous avons mis en place des ateliers pratiques managériales qui ont touché d'abord dans un premier temps les cadres de pôle, vraiment pour sensibiliser au plus haut, et par la suite continuer sur ces créations d'ateliers pratiques managériales au plus près de l'encadrement de proximité. Beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup de sensibilisation, il y a encore beaucoup de préjugés autour du handicap, mais effectivement, nous pensons qu'à travers ces formations et ces sensibilisations, toucher un maximum de cadres pour que l'inclusion soit plus facile. Merci Françoise, et je voudrais aussi profiter de remercier Christelle Allaire qui est là, qui s'est connectée anonymement, mais voilà, qui elle aussi a participé à ce projet et avec qui nous avons vécu une aventure extraordinaire avec voilà, Vanessa, Christelle. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie théâtre? Alors peut-être juste vous rappeler la différence entre le théâtre forum et le théâtre pédagogique. Est-ce que c'est clair pour vous? Vous voulez qu'on en parle? Donc, le théâtre pédagogique, ce sont des scénettes. Alors, scénettes, ça s'écrit S-A-Y-N-E-T-E. Ce ne sont pas des petites scènes, hein. Je vous laisserai regarder la définition. Donc, les scénettes durent entre 10 et 15 minutes. Donc, chez nous, elles dureraient entre 12 et 15 minutes. Et ces scénettes ont un débarrage qui est très mal en point et se finissent bien. Et elles sont apprenantes par l'émotion qu'elles provoquent par les gens qui sont dans la salle. Alors qu'à contrario, le théâtre forum, c'est du théâtre beaucoup plus court. Ce sont des scénettes qui, elles, font 3, 4, 5 minutes et qui se terminent très, 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 très mal. Et on va, moyennant un joker, donc le joker, c'est un animateur qui a une formation particulière, qui va interpeller les gens dans la salle pour venir jouer à la place d'un des comédiens qui est sur scène, pour faire évoluer la scène autrement, la transformer. Donc, c'est deux postures complètement différentes, les deux ont leurs atouts. Voilà. Mais là, nous, on avait fait le choix pour démarrer, ce qui était quand même audacieux, de travailler sur le théâtre pédagogique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais lorsque vous avez pris votre billet, il y avait le film complet sur lequel vous pouvez cliquer pour en savoir un petit peu plus. Et je pourrais vous envoyer le lien si vous le souhaitez. Si vous le mettez dans votre commentaire d'évaluation, on pourra vous envoyer le lien où on parle pendant 6-7 minutes de ce projet qui a été fondateur et qui a changé beaucoup de choses. Oui. Nous sommes un peu plus de 8000 sur le CHU. Donc effectivement, c'est une structure qui est assez importante et nous étions effectivement sur cette logique, mais les 8000 personnes sont réparties donc sur plusieurs sites au niveau du CHU de La Réunion. Comme on le disait, en fait, on est sur le site nord, le site sud, et le site sud, en fait, nous avons plusieurs établissements qui se trouvent, bon alors, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas trop La Réunion, mais en fait, le site de Saint-Pierre regroupe les EHPAD, les hôpitaux l'hôpital du Tampon, de Saint-Joseph et de Saint-Louis. Voilà, donc effectivement, actuellement, on approche plus les 8000 ETP que les 6000. Merci Françoise, pardon, je lisais une question. Alors, il y a eu 120 participants
C'était 120 cadres et c'était une première action. Et ensuite, Vanessa va venir témoigner pour une deuxième action. Si vous n'avez pas d'autres derniers sujets, avant de passer à d'autres témoignages, bien sûr, pourquoi certains jeux ou exercices fonctionnent mieux que d'autres? Ça vous va comme question, ça? Je vous propose de faire un test. Ce que je vais vous présenter sont des jeux réellement faits pour des clients. Technique numéro 1. Vous voyez à gauche, ce sont des cartes à jouer que j'ai en main, avec en rouge, donc techniquement ça s'appelle un matching. Vous allez devoir voter pour la technique la plus efficace. Donc je vous exprime les 3 techniques. Il y a une technique avec des cartes rouges qui présentent un mauvais comportement et des cartes vertes qui présentent un bon comportement. Et vous voyez, les gens jouent aux cartes sur des tables dans une salle de formation basique. Technique numéro 2. J'ai une feuille A4 dans un plastique effaçable sur lequel, avec un stylo, je vais devoir verbaliser quel est le problème avec ma carte rouge, verbaliser quelle est la solution et l'écrire ici à côté. Ça vous va? Technique numéro 3. J'ai toujours ma feuille A4 avec uniquement les cartes rouges et je vais devoir verbaliser quel est le problème et quelle est la solution qu'il faudrait que je mette en œuvre pour ne plus avoir ce problème. Ça vous va? 5, 4, 3, 2, 1, votez. Est-ce que vous votez pour la technique 1 avec uniquement les cartes, avec la technique 2, les feuilles A4 avec les cartes rouges et les cartes vertes, la technique 3 avec une feuille A4 avec des cartes rouges uniquement? Alors, vous êtes 75 à avoir gagné 77%. Oui, la bonne réponse était la 1. Mais maintenant, pourquoi? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, dans la technique 2 et 3, quels sont les freins finalement? Quels sont les freins? Ben oui, vous avez compris, il faut savoir écrire. Il y a une feuille de papier. Alors, la technique 2, non, elle n'est pas plus visuelle. Pas du tout. Puisque c'est exactement les mêmes cartes qui sont dessinées. Les cartes à jouer et les cartes sur la feuille A4 sont exactement les mêmes. Et je ne veux pas trop revenir là-dessus, mais visuel, ce n'est pas le fait de voir. Le visuel, c'est le fait de conceptualiser. Ah, pardon. Oui, alors nous, individuel, ça n'existe pas. Vous voyez, les gens jouent toujours en groupe, mais effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'il y a un piège, c'est qu'il y a un seul stylo pour le groupe. Alors que regardez la posture, vous voyez les gens qui jouent avec les fiches effaçables et le stylo, bah, il y a une dame qui s'ennuie, ils sont assis, alors que les autres personnes, je ne leur ai jamais demandé de se lever. Spontanément, elles se sont levées. Qu'est-ce qui fait que les cartes marchent mieux? C'est parce que les cartes sont ludaptiques. Je répète, ludaptique, ça s'écrit L-U-D-H-A-P-T-I-Q-U-E. Pourquoi il y a un copyright? C'est parce que je fais des recherches sur ce sujet-là et j'ai protégé ce nom. Voilà. Mais si vous pouvez l'utiliser juste en citant vos sources. Ludaptique, c'est la fusion de haptique et ludique. Alors, est-ce que haptique, vous en avez déjà entendu parler de l'haptique? Tous les jeux que vous allez créer, il faut qu'ils soient au minimum haptiques. Ils ne sont pas forcément ludaptiques, mais au moins haptiques. Alors, haptique, vous avez peut-être, si vous êtes dans le médical, entendu parler d'aptonomie. Bravo, bravo, quelqu'un a proposé aptonomie, c'est exactement ça. En fait, si vous voulez, en pédagogie active, on travaille sur les 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Mais ça, c'est la vieille école. Ça fait longtemps qu'on a dépassé ces éléments-là. Pour être haptique, il faut ajouter du toucher, du mouvement, du thermique et de la vibration. Je répète, toucher, mouvement, thermique et vibration. Vous voyez votre téléphone portable. Je ne fais pas de pub, je le montre de dos. De toute façon, il est très vieux, le mien. Quand je veux ouvrir mon téléphone, je le touche, d'accord? J'ai un mouvement pour l'allumer. J'ai thermique, c'est-à-dire que ma plaque de verre, elle est froide, elle est chaude, elle représente une température. Et la vibration, c'est l'écho que fait. Si vous prenez une carte à jouer, vous voyez que la carte à jouer, on la touche, on la met en mouvement. Vous voyez aujourd'hui que ce groupe a décidé de jouer en ligne.
Mais j'ai des groupes qui jouent en îlot, en colonne ou en désordre aussi. Après tout, ils ont raison dans tous les cas, ils s'autodéterminent. D'accord? Donc, il y a le toucher et le mouvement. Le thermique, c'est que, comme on a des moyens assez modestes, ces cartes-là sont plastifiées. D'accord? Alors que quand on a des moyens un peu plus sophistiqués, je vais utiliser des cartes qui, elles, sont faites chez un imprimeur et qui sont en papier pelliculé avec un vernis anti-rayures. Mais ça, je crée des centaines de jeux, alors que là, j'en crée un seul. Donc, quand vous n'avez pas trop de moyens, la plastification est une très bonne chose, mais ça va changer la relation à l'objet. C'est-à-dire qu'il va y avoir un élément de contact. Mais ça ne suffit toujours pas. Pour être vraiment ludique, il faut être haptique. Enfin, pour être ludaptique, il faut être vraiment haptique, mais être aussi ludique. Ça veut dire qu'il faut travailler une scénographie engageante. Je n'ai pas été une très bonne élève en mathématiques dans ma vie, mais j'imagine un professeur de mathématiques qui se mettrait à faire du ludique. S'il ne fait qu'un seul cours de toute l'année avec du ludique, ben, il n'est pas pris au sérieux. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la scénographie engageante, elle doit faire partie d'un tout. On ne peut pas isoler le jeu d'un tout. Pour jouer, il va falloir faire une scénographie engageante. Du plaisir et de la joie. C'est-à-dire qu'il va falloir créer les conditions favorables à la motivation. Je vous rappelle que la motivation ne peut pas se donner. Si vous êtes très, très motivé à faire du ludique, eh ben vous êtes très motivé, mais vous ne pouvez pas découper un bout de votre motivation pour la donner aux autres. En revanche, vous pouvez créer les conditions d'une motivation. La liberté de choix. Vous voyez, moi, ce que je demande en tant qu'animatrice, c'est qu'on m'associe une carte rouge à une carte verte. Que ce soit en colonne, en ligne, en îlot ou en désordre, le groupe fait ce qu'il veut. Il faut le laisser choisir, le laisser souffler, le laisser vivre. Et le vertige contrôlé, si vous êtes amateur de jeu, le vertige, c'est l'illusion quant à la victoire. L'illusion quant à la victoire. Sans faire de mauvaise publicité, pour le loto, 100% des gagnants ont joué. Ben, vous jouez parce que vous avez l'illusion de pouvoir gagner. Je vous assure que pour jouer depuis très longtemps, c'est une vraie illusion. Pourtant, je joue encore. C'est exactement ça. Donc, le vertige contrôlé, c'est de faire croire à la personne qu'elle va pouvoir gagner, mais que vous allez complètement la sécuriser, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore beaucoup parlé de la sécurisation du participant, c'est de dire qu'on ne stigmatisera jamais le perdant parce qu'il n'y a pas de perdant. Et c'est tous les aspects que vous m'aviez dit tout à fait au début sur le respect, la discrimination. Qui que tu sois, on va t'amener à la victoire. Et ensuite, il faut que ce soit une expérience apprenante. Le jeu pour le jeu ne sert à rien. Le jeu pour le jeu ne sert à rien. Sauf à faire un brise-glace et à créer un entertainment comme ça, juste après le repas. OK, le brise-glace qui consiste à jouer pour jouer, je veux bien. Mais le jeu doit être une expérience apprenante, c'est-à-dire que je dois ressortir de cette phase de jeu enrichi de quelque chose. Donc, en résumé, le ludaptique, c'est le mélange de l'haptique avec du ludique. Je suis en train de terminer un article que je vais bientôt poster sur le forum de notre communauté. Et donc, je vous inviterai soit à le regarder, soit à le commenter. Et je suis très intéressée aussi par le fruit de vos recherches. Et donc, comme le CHU a très bien compris ce que c'est le ludaptique, je vous propose d'écouter Vanessa qui va vous parler de cette expérience. Alors, juste peut-être pour vous expliquer, ce que nous avons fait avec Vanessa et les équipes du CHU, c'est que nous avons travaillé sur une journée pour les cadres, c'est-à-dire que c'était la suite. Vous voyez ce que Françoise vous a présenté tout à l'heure. Là, on a fait la suite, c'est-à-dire que les cadres de proximité se sont dit oh, mais il y a un truc à faire sur le handicap et la sensibilisation. Et on a fait une journée spécifique pour les cadres de plus haut niveau, c'est-à-dire que le CHU est composé de 18 directions et on avait 15 personnes des 18 directions. C'est-à-dire qu'on était dans le top management du CHU. Et par définition, je peux vous dire qu'avec un a priori certain, personne ne voulait jouer. Donc, on les a fait venir à 10 heures pour les obliger à venir, c'est-à-dire ils pouvaient gérer leurs urgences de 8 heures à 10 heures. Et on les accueillait avec un café, une scénographie très favorable. On a travaillé sur les restrictions et les aménagements de poste, les procédures de maintien dans l'emploi liées au CHU,
la relation cadre-agent RQTH, les bonnes pratiques au CHU et l'évaluation de la journée. Donc, voici le programme qui peut sembler très didactique et il n'a été fait évidemment qu'en ludique. Et je vous propose pendant 3 minutes d'écouter le témoignage de Vanessa. Je suis Vanessa Darid, adjointe des cadres hospitaliers au sein du CHU de La Réunion sur les missions de référente handicap. D'abord, en fait, cette idée d'ateliers de pratique managériale est venue lors de 2 grandes journées d'encadrement qui ont été organisées par le CHU, où l'objectif était d'échanger sur leurs pratiques au quotidien et les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer au sein de leur secteur d'activité. Donc, pour pouvoir nous-mêmes animer en fait ces ateliers de pratique managériale avec cette technique d'animation par le ludique, on a supprimé en fait tout support PowerPoint, papier, etc. Et on a centré notre animation sur des outils pédagogiques tels que voilà, des figurines pour animer des ateliers, pouvoir en fait reproduire peut-être des situations concrètes qui sont vécues par les cadres au quotidien et réfléchir pour le coup à des solutions concrètes également par rapport à la résolution de cette problématique et l'accompagnement à mettre en place avec l'agent concerné. Il y a eu un retour très positif des cadres de pôle sur ces journées d'animation puisque du coup ils nous ont fait remonter qu'ils avaient quand même appris beaucoup de choses. Ils n'avaient pas vu la journée passer, que la journée elle était passée très très vite. Permis de prendre conscience des enjeux stratégiques de la politique handicap. Il y a même un cadre de pôle du coup qui nous a dit il faut former tous les cadres à cette thématique et sous ce format. Le déploiement de ces ateliers de pratique managériale a été étendu à l'ensemble des cadres du CHU, a même été inscrit aujourd'hui au plan de formation annuel établi par l'établissement. Le comportement des cadres a beaucoup changé. Ils viennent plus facilement vers nous dès qu'ils sont face à une situation pour laquelle ils n'ont pas forcément tout de suite les solutions. Donc du coup, ils font plus facilement appel à nous, effectivement. Puis ils voient aussi le bénéfice que ça peut apporter, aussi bien pour le collectif de travail que pour l'agent lui-même et pour le service, bien évidemment. Formez-vous au ludique. Formez-vous au ludique. Moi, je l'ai découvert en fait en participant à des formations où l'animation par le ludique a été utilisée. J'ai trouvé ça génial. Nous avons été formés au CHU, au sein de notre cellule, du coup, sur cette technique d'animation par le ludique, par un organisme local. On s'éclate, tout simplement. Donc, vous voyez qu'il y avait une continuité. Et ce qui était extraordinaire, c'est que finalement, les cadres qui, a priori, n'avaient pas du tout envie ni de ludique, ni de formation, la décision est venue d'eux et je peux vous assurer que ça change tout, alors que c'était bien dans la stratégie de la structure de former tous ces cadres. Dernière expérience que je vous propose cette fois-ci avec Laure de partager. C'est une expérience. Donc, en fait, il s'agit d'une opération que nous avons montée avec Handipact. Et l'idée est venue de changer le regard sur le handicap. Et puis, c'est surtout de changer le regard sur les personnes handicapées et faire en sorte aussi qu'elles changent leur propre regard sur elles-mêmes. Et donc, on a créé une opération multimédia qui s'appelle Mon talent en plus, handicap et compétences. Le handicap et la compétence sont souvent invisibles et vont si bien ensemble, changeant notre regard. 9 binômes composés de collègues en situation de handicap ou non ont accepté de se prendre en photo et de parler de leur quotidien. Partez à la rencontre et découvrez qui est qui, sachant que plus de 2/3 des handicaps sont invisibles. Écoutez leurs témoignages et testez vos connaissances sur le handicap avec 3 quiz. Donc ça aussi, quand vous vous êtes inscrit, il y avait dans le billet web, en bas à droite, 30 minutes de vidéo qui étaient les témoignages des gens. Alors, comment ça s'opérait?
Donc, vous voyez là les photos donc, du concept. Donc, il y avait des kakémonos de très grand format, donc 2 mètres à 1,20 m. Et on a vraiment voulu avoir des gens qui soient très, très grands. On a vraiment, d'un point de vue artistique, on a fait ce choix que les gens soient très beaux et qu'ils soient très, très grands pour être vraiment très, très fiers, quoi. Ensuite, il y avait une borne de présentation de l'opération avec des quiz. Donc, il y avait 3 niveaux de quiz. Donc, le premier niveau était vraiment hyper, hyper simple. Et le troisième niveau était plutôt réservé pour des spécialistes du handicap. Et puis, sur votre portable, vous pouviez charger par un Wi-Fi local 30 minutes de vidéo qui sont les vraies paroles des personnes qui sont prises en photo. Sauf que les photos sont si bien faites que vous ne voyez pas qui est handicapé, qui ne l'est pas. Et en fait, il y a un secret pour ça, et je vous le livre, c'est que le photographe Jean-Michel Bouchia, avec qui nous avons travaillé, avait un système, vous voyez la dame à droite, elle a un déclencheur dans la main. Et en fait, il y avait tout un travail avec un accompagnement, une mise en confiance de la personne qui se disait, oui, mais moi, je ne me sens pas ceci, je ne me sens pas de le faire. Et en fait, Jean-Philippe était assez malin en disant, bon, je vais juste me chercher un café là, je te laisse 4-5 minutes, fais quelques essais. Et je peux vous dire que 80% des photos finales sont les photos qui ont été prises de la personne seule dans la salle de photos. Et pour ne pas prendre du temps aux gens, nous avons déplacé le studio à même les structures qui ont fait les photos. Oui, en fait, c'est une exposition qui existe depuis maintenant plus de 2 ans. Et elle continue d'être utilisée par les employeurs sur souvent des actions de sensibilisation. C'est vrai que quand on déploie les kakémonos sont réellement imposants. Ils changent en fait, si vous voulez, des kakémonos classiques où en effet on va avoir comment dire, un mot ou un concept clé lié au handicap. Là, on a simplement les photos des personnes, de personnes d'agents qui travaillent. Et c'est vrai, une personne qui est en situation de handicap et l'autre qui ne l'est pas, et ils travaillent ensemble. Et c'est vraiment un outil qui fonctionne très, très bien pour faire comprendre le handicap invisible, puisque vous le savez, quand on fait des actions de sensibilisation, on est toujours sur les stéréotypes comme quoi on est handicapé, voilà, le handicap, c'est le fauteuil, c'est la canne, etc., etc. Ça, je ne veux pas vous la refaire. Et là, le fait d'avoir ces binômes et de ne pas savoir qui est qui interroge énormément. En plus, si vous voulez, comme ils sont surdimensionnés par rapport à nous, forcément, ça en impose, j'ai envie de vous dire. Et donc, cette exposition, elle tourne auprès des employeurs publics. Elle est mise à disposition. On la réserve. Bien sûr, il faut la réserver un peu à l'avance parce que, bien évidemment, pendant la semaine européenne, la SEPH, elle va être extrêmement sollicitée, enfin, à des moments clés, en fait. Mais ça fonctionne toute l'année. Alors, il est vrai qu'avec la crise sanitaire, bien évidemment, les rendez-vous ont été un peu mis entre parenthèses. Voilà, c'est un bel outil qui nous fait dire tout simplement, mais c'est vrai, quoi, le handicap, il est vraiment invisible. Et puis moi, dans cette histoire-là, je sais pas, elle me raconte plein de choses, mais je ne sais pas qui est qui. Et ce qui est chouette aussi dans cette exposition, puisque maintenant, ça fait quand même plus de 2 ans, 3 ans que je la vois dans différents lieux avec différents employeurs, que ce soit récemment, c'était avec le ministère de la Justice, à la cour d'appel, et elle est utilisée de manière différente. Parfois, ça va être simplement un binôme qui sera utilisé, ou encore ce sera un témoignage. Voilà, donc on a différents modes d'utilisation et ça renvoie un peu à ce que disait Sandrine sur les objectifs qui sont visés et vraiment ce que l'on veut faire, quel message on veut faire. Et on peut l'utiliser de moult manières et de l'adapter en fait à son environnement et au moment présent. Mais jusqu'à présent, je n'ai toujours eu qu'un retour extrêmement positif de cette exposition qui trouve en fait toute sa place, bien évidemment, dans les lieux importants, parce que quand on a les 9 binômes qui sont là, vous avez l'impression d'avoir un espace qui est complètement occupé. C'est quand même assez extraordinaire. Mais comme je dis, ça peut être parfois que 2 kakémonos qui sont mis à disposition et ça fait tout autant son effet.
Voilà, donc c'était une action innovante qui a été financée dans le cadre du Handipact, donc bien évidemment par le FIP, et qui a fait ses preuves. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas démodé, quoi. Je pense que c'est quelque chose, c'est un outil que l'on va garder des années et des années. Et du coup, l'investissement financier, puisque je suis un peu là sur ce côté-là, j'en suis désolée, mais c'est vrai que l'investissement financier, il est plus que rentabilisé. Voilà. C'est vraiment un outil qui, je le répète, qui fonctionne, qui a fonctionné, qui fonctionne et qui, je suis sûre, fonctionnera encore. Merci beaucoup, Laure. Moi, ce qui m'a le plus touchée, j'ai passé des heures et des heures et des heures à faire le montage audio pour arriver aux 32 minutes du montage, c'est qu'il y a des gens qui disent des choses très, très fortes et vous les avez en photo devant vous, mais vous ne savez pas qui est qui, comme quelqu'un qui dit « moi, j'aime pas le mot handicap » ou je me sentais perdue » ou c'est trop difficile la vie pour moi ». Et évidemment, le montage est fait pour qu'on aille vers une progression, c'est-à-dire que plus vous avancez dans l'écoute de la bande, plus il y a des témoignages qui sont positifs et forts, mais on n'a pas du tout éludé les difficultés, c'est-à-dire qu'on a été vraiment très clair par rapport à ça. Juste un complément par rapport à ça. Moi, un jour, on m'a dit « mais ce sont des mannequins ». Alors, j'ai dit non, non, ce ne sont pas des mannequins, ce sont des agents de la fonction publique comme vous et moi, sauf qu'il y en a un qui est en situation de handicap et l'autre qui ne l'est pas. Et franchement, ça s'est fait assez facilement, j'imagine, le choix des protagonistes, des acteurs. Mais c'est vrai, sur mannequin, mais non, c'est vraiment notre vie quotidienne, quoi. C'est ça qui était aussi très fort dans cette exposition-là, c'est que c'était pas joué. Alors, il y avait beaucoup de beauté, c'est vrai, dans les photos, dans les postures, dans les sourires, dans les regards, mais c'était des agents lambda, on va dire. Oui, et le seul critère de sélection était d'être volontaire. Et d'ailleurs, il y a une personne non-voyante parmi les personnes qui ont été volontaires, et je vous mets au défi de la retrouver. Voilà, c'est ça qui est chouette. Et une personne en fauteuil aussi, on ne voit pas. Donc, voilà, c'est des choses très, très, très fortes. Voilà l'annuaire, donc il se présente sous forme de colonne avec des idées, des idées, des idées, des idées. Donc, je ne les ai pas comptées, mais il doit y en avoir 200, 250. Voilà, idées. Est-ce que vous avez envie de me dire quelque chose, de partager un message avant de se quitter? Voilà, vous pouvez vous exprimer. Alors, j'ai oublié de vous dire que le quart d'heure créole, il marche dans les deux sens. C'est-à-dire, on commence un quart d'heure plus tard, mais on finit aussi un quart d'heure plus tard. Alors, n'oubliez pas que Lilia et Sophie vous ont mis un lien d'un Google Form qui vont vous permettre de donner votre avis, et je vous remercie de le faire. C'est-à-dire que nous étions 180 connectés. J'espère qu'on aura au moins 90 d'entre vous qui voudront bien prendre 5 minutes pour nous donner votre avis, parce que c'est notre premier webinaire et on a besoin d'apprendre. Je vous rappelle cette belle phrase de Mandela, où je gagne, où j'apprends, et que votre avis compte parce que ça représente 4 mois de travail pour nous, cette préparation, et qu'on aimerait bien savoir si vous avez été heureux de participer à la réunion pendant 2 heures avec nous. Je vous remercie encore de vous être connectés et d'être restés aussi nombreux. Moi, je vais juste rajouter, alors, bien évidemment, je remercie Sandrine, Sophie, Lilia, toute l'équipe du Handipact, et puis vous tous pour votre participation. Mais juste pour vous dire, vous voyez, on va lancer l'obligation d'emploi sur le territoire de Mayotte, et on fait un lancement officiel le 15 mars en présence du préfet. Et j'avais prévu de faire dans mon PowerPoint un Handi quiz. Et là, je me suis dit, bah non, je vais le faire sous forme de dés. J'ai retenu l'idée du dé, et je me dis que le premier lancer de dés sera fait par le préfet. Je pense que ça en vaut la peine. Voilà. Oui. Donc, Oui, si je peux prendre une photo, je la prendrai et puis je la partagerai. Et puis, pour avoir travaillé avec des préfets divers et variés, ils sont souvent
souvent très intéressés par des méthodes innovantes. Et j'imagine que dans votre hiérarchie, ça peut être aussi le cas. Le tout, je vous rappelle que la seule limite au ludique, c'est vous. Donc, osez, osez, osez. Je remercie encore une fois vraiment les témoins, Vanessa, Françoise, Laure, Pascal, d'avoir été très sincères dans ce témoignage. Et je vais laisser le mot de la fin à Sophie. Oui, merci en tout cas à tous d'avoir été aussi dynamiques, aussi présents tout au long de ce webinaire. Ça montre vraiment qu'il y a encore beaucoup de choses à faire du côté du ludique, hein. Et on espère qu'on vous a en tout cas amené un certain nombre de concepts à retravailler et on se tient en tout cas à votre disposition pour la suite. Très bon retour à tous chez vous et à bientôt pour un prochain webinaire, pourquoi pas. Alors, pour tous ceux qui ont accepté de mettre une photo ou d'allumer vos caméras, est-ce qu'il serait possible de faire un petit coup de la main et on fait un imprimé écran histoire de garder un souvenir? Une photo de fin. Voilà. J'ai été très, très fière de vous rencontrer et de défendre les couleurs de la Réunion et du handicap au plus haut. Voilà. Des bisous très chaleureux. Et merci à tous les copains qui étaient derrière leurs écrans et à tous les nouveaux copains qui vont se faire. Voilà. Merci à tous pour le FIP. Merci. 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 Au revoir. Et au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Bonne fin de journée à tous. Oui. Merci le Québec. Merci les Antilles. Merci la Corse. Merci la Réunion. Vous êtes déjà 50 à avoir répondu sur le Google Form. Formidable. Vous êtes formidable, hein, vraiment. À bientôt. Au revoir.